et bienvenue dans Amis. Vous pensiez en avoir fini avec nous pendant un petit bout de temps et nous on pensait en avoir fini avec Friends, mais nous revoilà. Salut, moi c'est Anaïs Bordage et malheureusement mon crush sur David Schwimmer a été réactivé puissance 3 milliards. J'ai du mal à y croire. Et moi c'est Marie Telling et j'ai revu une bonne dizaine d'épisodes de Friends depuis la fin de ce podcast, en plus de l'épisode Réunion. Ne me jugez pas s'il vous plaît, j'en avais besoin. On se retrouve donc pour cet épisode spécial pour parler de l'épisode Réunion de Friends. Anaïs, tu espérais sans doute ne plus jamais avoir à parler de Friends pour un podcast. Qu'est-ce que ça te fait d'y être à nouveau forcée ? Friends me manque honnêtement. Génial. Donc j'étais assez contente de les retrouver dans cet épisode spécial. Franchement, si on m'avait dit ça il y a 1 an, j'aurais pas cru parce que je me moquais ouvertement des gens qui attendaient la réunion de Friends. Et après, je suis devenue ces gens qui attendaient la réunion de Friends. Donc non, franchement, c'était pas du tout un effort, c'était même très agréable. C'est beau, mon travail est fait. Quand l'épisode Réunion de Friends a été annoncé, justement, c'était dans le monde d'avant et on s'est beaucoup demandé si l'épisode allait être un nouveau chapitre de l'histoire de nos 6 amis new-yorkais. J'avoue, j'avais très très peur parce que j'aime pas trop les reboots et j'aime pas qu'on touche à quelque chose que je trouve déjà parfait et qui a une grande place dans mon cœur. Et je me demandais pourquoi on voulait gâcher quelque chose comme ça, pourquoi revisiter un monument de la télé au risque de décevoir tous les fans. Bon, en fait, pourquoi ? C'est assez évident quand on y pense. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent aux studios et aux plateformes de streaming, en l'occurrence HBO Max, qui est une nouvelle plateforme qui a été lancée par HBO et c'était un peu leur gros coup de promo pour amener le plus d'abonnés possible. Ils ont récupéré tout le catalogue Friends de Netflix et ils l'ont importé sur HBO Max. Et ils ont promis cet épisode Réunion, ce qui leur assurait aussi de ramener plein de nouveaux abonnés. Et ça a marché d'ailleurs. L'émission a aussi battu d'ailleurs des records d'audience sur la plateforme Salto en France, qui est celle qui l'a diffusée. Apparemment, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont regardé. On n'a pas de chiffres plus précis, mais ça a été l'épisode le plus regardé de toute la plateforme. Et il faut savoir aussi que du côté des acteurs, ils avaient une bonne raison de se retrouver en plus du côté émotionnel, et je suis sûre qu'ils avaient très envie de faire ça, mais ils étaient aussi payés chacun au moins 2 millions pour l'épisode. Donc c'est sûr que ça donne envie. C'est pas mal. Bah oui, moi si tu me donnes 2 millions pour revenir te voir dans 20 ans, je reviens Anaïs, si je te donne 20 € pour revenir me voir dans 20 ans, tu reviens. C'est clair. Anaïs, tu avais entendu parler de la Réunion ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faudrait totalement vivre dans une grotte pour ne pas avoir entendu parler de la Réunion. Mais voilà, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que l'été dernier, quand on a commencé à en parler, c'était l'été de la pandémie, et il y avait plein de castings de comédies cultes qui se réunissaient sur Zoom pour faire des lectures d'épisodes cultes, etc. Et moi, je me disais, si c'est ça la Réunion de Friends, non merci. Enfin, en fait, à l'époque, en plus, j'avais pas vu Friends, donc je voyais encore moins l'intérêt. Mais je me disais, mais vraiment, qui a envie de voir ça ? C'est un truc nostalgique, hyper cheap, je vois vraiment pas l'intérêt. Au final, ils ont quand même trouvé un moyen de rendre le truc un peu plus sympa que juste une relecture de scène, même s'il y a des relectures de scène dans l'épisode. Phoebe looks out the window. Oh, look! There's Monica and Chandler! Hey! Hey, you guys! Hey! Chandler and Monica are standing close together. They start taking off each other's clothes. Phoebe's mind is totally blown. Oh! 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 Chandler and Monica! Chandler and Monica! Rachel sees what Phoebe is seeing. Oh my God! Oh my God! Chandler and Monica! Oh my God! Oh my God! Oh, my eyes! I know. My eyes! Phoebe! Phoebe! Oh! It's okay. They're doing it! I know. I actually know. I know. On l'a dit, c'est pas un nouvel épisode de Friends auquel on a eu droit, mais c'est 1h30 de télé hybride, en fait, qui était mi-retrouvailles, mi-documentaire, mi-talk show. Et donc, on va débriefer de tout ça, mais avant toute chose, la révélation de cet épisode. Ce qui, j'imagine, t'a le plus marqué, c'est Marcel, je crois. Ouais, parce que franchement, je m'attendais vraiment pas à autant de haine et de violence sur un épisode qui était censé être nostalgique. Mais donc en fait, pour resituer, il y avait un public qui assistait à la réunion avec les amis de Friends, et il y a une personne dans le public qui s'est levée pour poser cette question. Friends was obviously amazing for all of you, but was there anything that you didn't like? La question, en fait, c'était le tournage de Friends, on le sait tous, était génial, vous vous amusiez beaucoup, mais est-ce qu'il y a des éléments du tournage qui ne vous ont pas plu ? Et là, ils répondent un peu tous à l'unisson, le singe. Même Donc pas là, Marcel, déjà, l'insulte. Voilà, c'est ça, déjà, il a un nom, s'il vous plaît. Donc, j'étais choquée et déçue. La seule qui dit qu'elle aimait bien le singe, c'est Jennifer Aniston, voilà. Et David Schwimmer, lui, il m'a fait beaucoup rire, il était là, non, parce que c'est moi qui me le tapais tout le temps. We would all have choreographed bits kind of timed out, and it would get messed up because the monkey didn't do its job right.
So we'd have to reset. We'd have to go again because the monkey didn't get it right. David's so angry still. So this kept happening over and angry. over where we're about to do something really funny, but the monkey didn't hit its mark, so we have to start again. Il explique que Marcel, en fait, ne se souvenait jamais de ses scènes et que du coup, il faisait n'importe quoi. Et qu'en fait, on le nourrissait avec des verres et que du coup, il mangeait ses verres et après, il s'essuyait les mains sur le visage de David Schwimmer. Et donc, la manière dont il le raconte, c'est très drôle, mais il dit que Marcel can fuck off, donc Marcel peut aller se faire voir. The monkey would be sitting on my shoulder, take some grubs, like break them in half, these squirming live they'd eat it, and then he'd just go like that. So I'd have monkey grubby hands all over, and it just wasn't, it was time for Marcel to off, you know? Donc franchement, j'ai pas du tout apprécié ça de la part de mon mari imaginaire quand même. C'était assez violent. Au sujet de ton animal préféré de tous les temps. Ouais, voilà, pour moi, on aurait pu fonder une famille, tu vois, genre moi, Ross et Marcel. Et là, clairement, il a détruit mon rêve d'un seul coup, quoi. Bon, maintenant qu'on a couvert le plus important. Anaïs, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Réunion ? Bah franchement, j'ai trouvé que c'était réussi. Ce que je me suis dit à la fin, en fait, c'est que j'aurais pu regarder 8 heures de plus. Ah ouais ? Mais sans problème, quoi. J'ai vraiment eu l'impression que ça passait vite. Je me suis pas du tout ennuyée. Et au début, quand j'avais vu que ça durait 1h40, je m'étais dit, oh là là, c'est un peu la corvée quand même. Et en fait, ce côté hybride dont tu parlais fait que c'est très rythmé. Donc, on s'ennuie pas trop. Et ouais, le seul problème, je dirais, c'est que ça m'a un peu plongée dans une profonde mélancolie après l'avoir vu, parce que c'est vraiment que des souvenirs et des regrets, et tu vois, et c'était les meilleures années de notre vie, mais ça fait genre 20 ans qu'elles se sont écoulées, tu vois. Donc il y avait un côté hyper triste en fait, où à la fin, je sais pas, j'étais hyper mélancolique. Toi, t'en as pensé quoi ? Bah moi, pareil, un peu. En même temps, j'avais un sourire niais sur le visage pendant tout le long, c'est-à-dire que j'étais gaga, quoi. Et j'ai beaucoup rigolé, et en même temps, j'ai pleuré plusieurs fois, et vraiment, j'ai trouvé ça, très émouvant. Et il y avait des trucs qui, pareil, où t'as l'impression que c'était un peu nos plus belles années, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné plus que d'autres pour toi ? Ouais, pour moi, ce qui fonctionnait très très bien, c'était l'aspect docu, parce que je connais rien en fait à l'histoire de Friends. Comment ça, tu connais rien, Anaïs ? J'ai fait des flashbacks de tous les épisodes. J'étais sûre qu'elle allait s'énerver. Littéralement, 90% de ce qu'ils ont révélé, je te l'avais déjà révélé, quoi. Ouais, mais non, parce qu'en vrai, t'avais plus analysé des trucs, tu vois, sur le 11 septembre ou des trucs comme ça. Ils sont pas rentrés autant dans les détails. Non, mais le casting, j'avais tout dit. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est un documentaire, c'est-à-dire qu'on voit des photos, on voit des vidéos. Okay. Donc ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien parce qu'il y avait plein de choses que j'ignorais ou que j'ai redécouvert avec des images et que c'était hyper agréable. Je trouve que le plus réussi, c'est le fait de remettre les acteurs dans le studio de l'époque. Ça fonctionne hyper bien. Enfin, ça a commencé au bout de 2 minutes, j'étais en larmes, en fait. Enfin, c'est hyper efficace, c'est une bonne idée. On les laisse faire ce qu'ils font, en fait. On les laisse avoir une bonne dynamique entre eux et discuter. Et c'est pas trop produit, même si on sait qu'il y a plein de caméras autour d'eux. Et donc ça, c'est très spontané, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, les bloopers, j'en avais jamais vu. Donc ça, il y avait plein de scènes de bêtisier, ça m'a beaucoup fait rire. Et après, je suis allée chercher sur YouTube. Ah, il y en a plein. J'ai cherché la version qui durait 2 heures, en fait. Oh mon Dieu. Je me suis dit, je vais juste regarder, voilà. Ce soir, le film que je regarde, c'est 2 heures de bloopers de Friends. Et j'ai regardé. Et pour toi, qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Pareil, c'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment les moments où les acteurs étaient ensemble, où j'étais en larmes pareil. Et puis après, le talk show, pour moi, fonctionnait un petit peu moins. Alors, il y a eu des choses intéressantes qui en sont sorties. Des choses très intéressantes, même, on va en reparler. Le côté un peu les guest stars, genre Reese Witherspoon ou Mindy Kaling qui commencent à parler, j'ai trouvé ça un peu inutile, honnêtement. Par contre, j'ai beaucoup aimé les témoignages de fans de tout autour du monde. Ça m'a vachement émue, en fait, parce que pour moi, ça touchait vraiment... Bon, déjà, c'est malin, parce que quand même, Friends, c'est très américain et très blanc, et on a beaucoup reproché à la série de faire ça. Et là, ils sont vraiment allés chercher, si tu regardes, tous les fans, ils venaient pas de pays européens, pas des États-Unis, pas du Canada et tout ça. Ils venaient de pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique du Sud, je crois. Et du coup, il y avait vraiment l'impression que déjà, la série avait atteint les 4 coins du monde et avait touché des fans de la même façon dans plusieurs pays. Et c'est un truc que moi, j'ai vécu. Une de mes meilleures amies, elle est indienne, elle a grandi à Bombay, on s'est rencontrés aux États-Unis. Un des piliers de notre amitié, c'était notre amour de Friends, quoi. On avait plein de références en commun, alors qu'on avait grandi à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. Mais on avait des blagues qu'on pouvait sortir, qu'on comprenait immédiatement, parce que cette série a touché tout autour du monde. Et ça, en fait,
les témoignages des fans, j'ai beaucoup aimé. Au début, en fait, par exemple, t'as 2 potes qui disent ça nous a aidé à choper des meufs. Là, j'étais bon, ok. Mais après, il y a des trucs hyper émouvants. Il y a un couple de meufs où il y en a une qui dit j'ai trouvé ma Monica, tout ça. Et il y en a une qui dit ça me donnait une raison de me lever le matin, ça m'a sauvé la vie parce que c'était vraiment une période hyper dark quand je l'ai regardée et tout. And Friends was what I came home to. Friends was... They were my friends, since I didn't really have any. It became a reason for me to wake up every day because I felt I had friends around me. No matter how much pain, anxiety, or trouble you are in, if you are staring at a screen which is playing Friends, you're gonna laugh. Like every Chandler, I found my Monica. Et ça m'a vraiment émue, quoi. Parce moi que aussi. c'est vrai que l'image que j'avais avant de commencer la série, c'est que c'était quelque chose de très léger et un fandom assez superficiel, en fait, quoi. Oui, tu pensais que c'était genre un peu basique. Ouais, voilà. Et je pense toujours que ça l'est un petit peu, mais en fait, quand je vois l'impact que ça a eu sur la vie des gens, ça, c'est hyper beau. Oui, puis je pense que c'est l'aspect Madeleine de Proust dont on parle beaucoup quand on parle de Friends, mais qui est très très réel. C'est-à-dire que la plupart des fans, dès qu'ils ont un moment de bad dans leur vie, ils vont se tourner vers Friends, quoi. Pour toi, est-ce qu'il y a des trucs qui ont moins bien marché ? Ce qui m'a le plus ennuyé, c'était les moments où on nous rappelait, en fait, des moments cultes de la série, mais sans rien ajouter au simple rappel, quoi. Par exemple, quand ils font le quiz et où ils disent combien de pages faisait la lettre de Ross à Rachel ou de Rachel à Ross ou je sais pas quoi. Après, c'est aussi parce que j'ai vu les épisodes il y a 2 mois, mais je m'en fous de savoir qu'ils se souviennent que c'était 18 pages front and back. Enfin, tu vois, ça m'a rien apporté, quoi. Et je trouvais qu'il y avait certains moments comme ça où j'aurais préféré juste avoir vraiment des coulisses, c'est-à-dire, ah bah, cette scène-là, vous avez vu ça, mais le jour du tournage, en fait, je sais pas, on s'était engueulé, ou enfin, tu vois, juste avoir une impression sur ces moments cultes plutôt que juste entendre les acteurs nous répéter des répliques. Moi, ce qui m'a fait marrer dans ces scènes-là, c'est que tu te rends compte que les acteurs eux-mêmes se souviennent moins bien de la série que les fans. Ouais, c'est clair. Ce qui est, je pense, compréhensible parce qu'ils l'ont tournée il y a plus de 20 ans et qu'ils ont sûrement pas revu la série des centaines de fois après parce que ce serait un peu chelou quand même. Ouais. Et du coup, il y a des moments, par exemple, il y a un moment, il parle de l'épisode avec la balle où il se renvoie tout le temps la balle et il demande à David Schwimmer, tu te souviens de cet épisode alors que c'est littéralement lui et Joey qui commencent au début, c'est Ross et Joey. Et il s'en souvenait pas du tout. Il pensait pas qu'il était dans cette intrigue. Et les trucs comme ça m'a fait marrer parce que j'aime bien justement le fait qu'il y a un décalage aussi et de voir ce décalage entre eux. C'est ceux que ça a le plus affecté dans leur vie, quoi. Mais en même temps, les épisodes eux-mêmes, ils en ont un peu rien à foutre, tu le Ouais, sais. non, c'est clair. L'autre truc, moi, que j'ai trouvé un peu... Bon, c'était fun, mais pas... c'était un peu accessoire, quoi. C'était le défilé de mode. Complètement stupide. Voilà, j'ai été sympa dans mon appréciation, mais oui, je suis d'accord. Après, j'ai écrit dans mes notes, ça n'a aucun sens, mais ok, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, ça fait pas de mal, quoi. C'est-à-dire que c'était marrant, mais en fait, le truc le plus marrant, c'était de se dire pourquoi Cara Delevingne est là en train de défiler et avec Justin Bieber. Et Justin Bieber en Sputnik, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Pour resituer, en fait, c'est un moment du talk show qu'ils font avec James Corden. James Corden leur lance un défilé de mode où, en fait, c'est Cara Delevingne, Cindy Crawford et Justin Bieber qui se déguisent et qui défilent dans des costumes cultes de la série. Donc, il y a la robe de demoiselle d'honneur de Rachel où elle a la robe coincée dans la culotte. Il y a Sputnik, donc le déguisement de patate de Ross pour Halloween. Ouais. Il y a le tatou aussi. le tatou de Hanukkah. Ouais. Après, il y a Matt Leblanc, ça c'est marrant, il y a Matt Leblanc qui défile avec toutes les fringues de Chandler, voilà. C'est un peu le reveal à la fin où c'est genre, ah bah lui aussi, il est allé se changer et il nous fait un défilé. Mais en plus, c'était vraiment produit avec les pieds, quoi, où c'était un vieux podium qu'ils ont mis au milieu. Enfin, c'était vraiment pourri. On aurait dit un truc qui avait été organisé dans mon salon, quoi. Donc, why not? Enfin, ça dure pas non plus hyper longtemps, ça prend pas trop de temps sur l'émission, non, mais c'est c'était un truc absurde, cute, quoi, mais un peu absurde. Ouais. Et ça, et Jon Snow qui nous dit qu'il est une Monica, quoi. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi il est là, lui? Non, mais c'était ça, c'était un peu les stars qui venaient nous dire, même Mindy Kaling, quand elle a dit, elle a fait des compliments sur la série, j'étais là, je m'en fous, quoi. Enfin, je préfère entendre les créateurs de la série qui parlent de la série que Mindy Kaling, que j'aime beaucoup, hein. Je viens de comprendre, Jon Snow, c'est parce que c'est HBO Max. Jon Snow, pour ceux qui ont vécu sous un rocher pendant les 10 dernières années, c'est un personnage joué par Kit Harington, un personnage de Game of Thrones qui est aussi diffusé sur HBO. Mais je pense que c'est aussi pour ça, que ça pourrait expliquer le côté totalement random, absurde de certains invités, quoi. Tu te dis pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre. La plus absurde, mais qui au final j'ai beaucoup apprécié, c'était Malala quand même. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que Malala fait? Elle était trop mignonne. Quand j'ai vu la liste des guest stars, j'étais là, Malala, mais qu'est-ce que Malala fait dans l'épisode Réunion de Friends? Et en fait, c'était trop mignon parce que c'est un peu toi, Malala, dedans. Elle a découvert grâce à son amie. Sa meilleure amie dit, ça y est, j'ai accompli mon devoir, je l'ai rendu accro. Et il y a même des gens qui nous ont écrit pour dire que toi et moi, on était comme Malala et sa meilleure amie. Voilà, moi je suis la meilleure amie, toi t'es Malala. Ouais. Voilà.
Bon, comme on l'a dit, les retrouvailles des 6 acteurs et les images d'archives, c'est vraiment ce qui fait le charme et le succès de cet épisode Réunion. C'est ce qui m'a le plus rempli de joie et aussi de larmes, soyons honnêtes. L'épisode s'ouvre sur la dernière scène de la série. Je pleurais déjà, hein. Et ensuite, on a un gros plan sur la porte, qui est le dernier plan de la série, et d'un coup, on refait le plan sur la porte, et il est marqué 17 ans plus tard. La caméra s'éloigne, et on se retrouve sur le plateau, et il y a David Schwimmer qui arrive. J'en ai des frissons. Bon, tu m'as dit que ton crush continue. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que là, en plus, on a eu plein d'extraits de tous les épisodes de Friends, donc on a vu un peu les meilleurs moments de tous les personnages. Et juste, en fait, il m'a beaucoup fait rire, David Schwimmer. Enfin, je l'ai trouvé très drôle dans ses interactions avec les autres. Et ouais, je sais pas, je le kiffe trop, quoi. La deuxième arrivée, c'est Lisa Kudrow, qui est vraiment... Alors franchement, moi, j'ai eu le coup de foudre pour Lisa Kudrow dans cet épisode. Ouais. Enfin, vraiment, elle a un rire incroyable, et ils en parlent à un moment. Lisa, your laugh. Oh my God. No, it's the greatest thing in the world. It's the most infectious laugh in the world. It's so the cute. most infectious sound. Et c'est vraiment, t'as l'impression que c'est la plus chaleureuse de toutes, où il y a un truc vraiment hyper naturel chez elle, et quand ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Enfin, il y a juste... J'ai adoré Lisa Kudrow dans cet épisode. Surtout quand elle a un insecte dans les cheveux et qu'elle commence à péter un câble. C'était très, très drôle. Ensuite arrive donc Jennifer Aniston qui pleure dès qu'elle arrive sur le plateau. Je me suis beaucoup identifiée à elle. Hein. Et ensuite Matt LeBlanc qui était quand même... Franchement, c'était le meilleur truc de cet épisode, en fait, c'est Matt LeBlanc. Lui aussi, crush réactivé, en fait, quoi. Parce que vraiment, je l'aime trop, quoi. Il ressemble à un coach de rugby d'une équipe junior du Sud-Ouest, tu vois. Il a vraiment vieilli très bien, en fait. C'est clair. Non, mais c'est ça, il a bien vieilli. Et puis, ouais, il était juste, il est à l'aise, il s'installe. C'est vraiment papa, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a plein de gens sur Twitter qui ont commencé à s'exciter parce qu'apparemment, il rappelait à beaucoup d'Irlandais leur oncle. Oui. Ou leur grand-père. Voilà, il y a plein de gens qui ont fait des mèmes pour dire que Matt LeBlanc était secrètement un oncle irlandais. C'est très, très drôle. Mais ouais, il était juste... génial. En fait, moi, c'est ça qui m'a assez impressionnée en les découvrant, parce qu'au final, je les connais assez peu, les acteurs, quoi. C'est que on comprend vraiment ce que chacun a apporté à son personnage de sa propre personnalité. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont pas exactement comme leur personnage. Lisa Kudrow n'est pas une hippie, voilà, totalement barjo, etc. Ou David Schwimmer n'est pas tout le temps en train de faire, tu vois, non, mais Lisa Kudrow, elle est effervescente comme Phoebe était effervescente. Quoi. Voilà, mais on sent en fait ce qu'ils ont apporté, et lui, il a une espèce de côté un peu gentil, abruti, quoi, qu'il a totalement dans la vraie vie aussi. Juste, il a un côté très pur, exactement comme Joey. Et il y a un moment que j'ai adoré, c'est quand il y a l'actrice qui joue Janice qui vient, et quand elle repart, il dit « Oh, je l'adore !» Genre comme s'il était juste fan de la série, quoi. Et il avait vraiment un côté, il était trop content d'être là. Je sais pas, j'ai adoré, quoi. Même son anecdote sur son toit, qu'il a dû nettoyer parce qu'il y avait des caméras de la télévision qui filmaient sa maison en vue plongeante, quoi, en disant « C'est là qu'habite Matt LeBlanc », et il s'est rendu compte en le voyant à la télé qu'il fallait qu'il nettoie son toit. Enfin bref, toutes ces anecdotes étaient hyper drôles, quoi. Celle qui suit, c'est Courtney Cox, dont on apprend qu'elle cachait tout... Ça, c'est un truc que j'ai appris, dont je n'avais pas parlé dans le podcast, je te confirme. On apprend qu'elle cachait tous ces dialogues dans les pommes, dans les vies. Ça, j'ai trouvé ça assez marrant aussi. Does Courtney still have her lines written on the table? Do you know what the difference is? Do you know what's nuts? Oh, really? I never knew she did that. And I saw it. And I was like, what is this? She goes, well, don't mind your business, she said. So before we shot that night, I erased it all. No. And she got so mad at me. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit dans les bloopers qu'elle fait que demander ses répliques, en fait, genre en permanence. Là, je sais pas si c'est un problème de mémoire ou juste elle travaillait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, elle dit, j'ai des problèmes de mémoire, mais bon. Oui, bah faut-il la croire? C'est facile. Ouais, c'est clair. Et enfin, c'est Matthew Perry qui arrive en dernier. Et Matthew Perry, dans cet épisode, c'est vrai qu'il m'a fait un peu de peine parce qu'il était beaucoup plus effacé que ce qu'il était à l'époque. On sent qu'il a été et que les 5 autres pendant l'épisode. Totalement. On sent qu'il a été très affecté. Je pense, on sait qu'il a eu beaucoup de problèmes d'addiction, même, physiquement, ça se voit aussi. Et on le sent dans son attitude pendant l'épisode où il est beaucoup plus en retrait que les autres. Et il y a plusieurs moments où aussi il parle de son attitude à l'époque du tournage, où il dit qu'il était désespéré à l'idée d'obtenir des rires et que quand il les obtenait pas, il avait de l'anxiété, il vivait hyper mal. At least to me, I felt like I was going to die if they didn't laugh. And it's not healthy, for sure. Yeah. But I would sometimes say a line and they wouldn't laugh and I would sweat and just like go into convulsions. If I didn't get the laugh I was supposed to get, I would freak out. It would take you down. Yeah. You didn't tell us that. Would it no? hurt? No, I don't remember you ever saying that. Oh, yeah. I felt like that every single night.
Et il y a même un moment où on voit, il y a un blooper où Matt LeBlanc fait que tomber quand il arrive dans une scène. Le dernier blooper, en fait, c'est Matthew Perry qui arrive et qui tombe à sa place et il dit c'est parce que je supportais pas de pas avoir les rires. Et il y avait vraiment un truc un petit peu tragique, en fait, dans la façon dont il parlait de son addiction à ça et au fait de faire rire, et on sent que c'était quelque chose qui lui provoquait de l'anxiété. La façon dont il en parle, c'était pas l'espèce de douce mélancolie qu'ont les autres, en fait. Et ça m'a fait un peu de peine quand je l'ai vu dans l'épisode. Ça m'a fait penser à Darrell Hammond, qui était un des membres du SNL et qui a eu énormément de problèmes de santé mentale, qui avait écrit un bouquin dessus. Et en fait, ça m'a fait penser à ce que Matthew Perry racontait. Entre les scènes de SNL, parfois, il devait aller à l'hôpital parce qu'il faisait des crises. Enfin, il avait vraiment d'énormes problèmes de confiance en lui et de santé mentale. Et c'était un des plus drôles, en fait, de SNL. Et il puisait vraiment là-dedans aussi pour ses personnages. Et c'est vrai que dans Chandler, en plus, il y a aussi ce côté haine de soi dont on avait parlé déjà dans le podcast. Et donc, c'est vrai que ça m'a un peu brisé le cœur de l'entendre parler de ça. Et puis, ce qui est très, très triste, c'est que comme tout ce truc est construit autour de la mélancolie et de la nostalgie, ils font que répéter tous que c'était les plus belles années de leur vie. Et on sait que lui, c'est pas le cas, en fait. Et donc, il y a vraiment, je pense que c'est aussi pour ça qu'il était effacé à certains moments, parce qu'ils sont tous en train de se souvenir de ces belles années et de ce qu'ils ont vécu, alors que je pense que lui, déjà, apparemment, il y a certaines années dont il ne se souvient carrément pas, et ça le renvoie sans doute à quelque chose de beaucoup moins joyeux que les autres, quoi. Et oui, donc après, ça je sais pas si les années qui ont suivi ont été beaucoup plus belles. Enfin, on sait qu'il a eu d'autres problèmes en suivant, quoi. Bien sûr, mais du coup, revenir et entendre tout le monde autour de toi qui dit à quel point cette période-là a été belle, alors que toi, tu l'as vécu sans doute d'une manière très différente, ça doit être compliqué, tu vois, à gérer, quoi. Donc c'est vrai que ça faisait un peu de peine, et en même temps, tu sens qu'ils sont tous très proches et que lui aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il est intégré au groupe, mais oui, il était plus effacé que ce qu'on aurait pu penser. Il y a une conversation qui a été lancée depuis la bande-annonce, en fait, de la réunion de Friends, et qui a beaucoup, beaucoup fait parler, avec des articles après en réaction à cette conversation. C'est celle sur l'âge des acteurs, en fait, sur le fait qu'ils ont vieilli. Bon, spoiler alerte, ça fait 20 ans que la série a été diffusée, donc forcément, ils allaient être beaucoup plus vieux. Mais c'est vrai qu'il y a eu des conversations autour de l'utilisation de la chirurgie esthétique chez certains. Moi, je dirais même que c'est pas une conversation, c'est vraiment des insultes. Et des trucs vraiment bêtes et faciles. C'est-à-dire que moi, le nombre de gens que j'ai juste vu commenter le trailer en disant Botox. Tu vois, c'est même pas une conversation, quoi. C'est genre, ah ouais, bravo, t'as remarqué que des gens à Hollywood faisaient de la chirurgie esthétique quand ils vieillissaient. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez violent et assez injuste, et je trouve que ça montre qu'on a encore beaucoup de boulot à faire aussi, justement, sur les doubles standards et le fait que, enfin, tu peux pas gagner, quoi, parce que si tu vieillis, on te critique, et si tu veux ne pas vieillir et que tu fais de la chirurgie esthétique, on te critique aussi, quoi. Oui, parce que celui qui est un peu le plus naturel, c'est Matt LeBlanc, je dirais, qui vraiment, on disait, il ressemble à un papa, quoi. Et c'est lui aussi, il y a eu plein de remarques sur le fait qu'il avait pris du poids ou qu'il avait vieilli, mais après, il y a des remarques aussi sur le fait que Jennifer Aniston ou Courtney Cox ont fait de la chirurgie esthétique. Au lieu de s'interroger sur pourquoi des femmes de leur âge feraient de la chirurgie esthétique à Hollywood et qu'est-ce qui les pousse à faire Exactement. ça, en fait. Non, moi, j'ai trouvé ça très injuste, et je pense que ça doit être déjà très compliqué pour ces personnes-là d'être totalement figées dans le temps, c'est-à-dire que ce dont on se souviendra dans leur carrière, c'est Friends. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on pense à eux, on pense à la version plus jeune d'eux, quoi. Donc oui, ça doit être très dur d'avancer dans la vie. Alors, je les plains pas, ils ont tous plein d'argent et tout, mais on comprend aussi pourquoi ils ont essayé de préserver le physique qu'ils avaient au moment où ils sont devenus célèbres. Et juste dire haha, ils ont fait du botox, ou genre oh là là, les ravages du botox, ouais, mais en même temps, je sais pas, ça amène pas grand chose de le signaler, quoi, à part de passer pour un connard, donc ne le faites pas. Bon, on va passer à la plus grosse révélation. On ne peut pas ne pas en parler. Et je ne veux surtout pas ne pas en parler parce que je veux absolument en parler. La plus grosse révélation, mis à part Marcel, bien entendu, c'est que, attention, j'étais choquée. À un moment, James Corden a demandé aux acteurs s'il y avait eu des histoires sur le tournage, parce qu'il a dit, vous étiez 6, 3 garçons, 3 filles, il y a forcément eu des trucs. Et là, Jennifer Aniston se tourne vers David Schwimmer et lui dit, Schwimmer, tu veux dire quelque chose? Et là, on apprend que pendant les 2 premières années, je crois, du tournage, David Schwimmer et Jennifer Aniston avaient des énormes crushs l'un sur l'autre. Je suis obsédée par cette révélation. J'en dors plus la nuit. T'es con. Je pense que c'est aussi ça qui a réactivé mon crush, en fait, parce que je pense que, surtout maintenant, dans la postérité, on se souvient de Ross comme une espèce de gros loser, alors que Jennifer Aniston, c'était vraiment la canon du groupe et tout. Et en fait, ils étaient amoureux aussi tous les deux dans la vraie vie. Yeah, the first season, I had a major crush on Jen. We were both crushing hard on each other. And I remember saying one time to David, it's going to be such a bummer if the first time you and I actually kiss is going to be on national television. Sure enough.
First time we kissed was in that coffee shop. Hang on. But so we just channeled all of our adoration and love for each other into Ross and Rachel. Non, mais c'est génial comme révélation, quoi. Oui, non, bah oui, Non, je suis d'accord. Non, mais si. Et c'est marrant parce que sur le coup, j'étais là, ouais, bien sûr. Ah ouais? Ouais, bah, je sais pas. Oh, la cynique. Oui, bah je sais pas, parce que je me suis dit, bon, parce que c'est facile de dire, ils avaient tous les deux un crush l'un sur l'autre, mais il s'est jamais rien passé parce qu'ils étaient chacun en couple. D'ailleurs, elle était en couple avec Tate Donovan, qui joue Joshua dans la série. Mais du coup, je me suis dit, bon, ils doivent exagérer, quoi. Ils devaient juste se trouver mignons. Mais et en fait, quand on voit après les images d'archives où ils sont en train de se faire des chatouilles ou de se prendre dans les bras, complètement gaga. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai créé, c'est horrible. J'adore ça, en fait. J'adore les ragots de stars comme ça, c'est génial. Et du coup, quand on voit ces images, ça se voit vraiment, en fait, qu'ils sont un peu gaga l'un de l'autre sur le plateau. Et du coup, j'étais là, ah waouh, vraiment, ils avaient vraiment un vrai crush l'un sur l'autre, quoi. Bah ouais, et en plus, quand James Corden pose la question, en vrai, ils se regardent tous et il y a un long silence avant que Aniston dise quoi que ce soit. Et donc, tu comprends que, enfin, ils savent tout, ils pensent tous à la même chose. C'est-à-dire que les autres. Ouais, mais ça, c'est produit. Non, mais vraiment, je dois être cynique, mais le truc, c'est que pour moi, ça, c'est vraiment le truc qui a été prévu à l'avance où ils ont décidé des révélations qu'ils allaient faire. Alors, moi, j'ai une théorie du complot là-dessus. J'ai envie de lancer une théorie du complot aujourd'hui, les amis. Moi, je pense que David Schwimmer et Jennifer Aniston sont ensemble ou vont se remettre ensemble dans la vraie vie et que du coup, ils ont décidé de mettre ça pour injecter un petit truc, tu vois, genre un petit frisson avant de révéler qu'ils sont vraiment ensemble dans la vraie vie ou qu'ils viennent de se mettre ensemble. Moi, Anaïs, je suis sûre. Si t'as envie de croire ça. Si ça te fait plaisir. Mais non, mais parce que je suis totalement d'accord avec toi que de toute façon, on le sait, tous les talk shows sont produits, les anecdotes, elles sont répétées à l'avance, ils savent très bien quelles questions on va leur poser. Donc quand Jimmy Fallon fait « Ah bon, quoi? Mais c'est hilarant, Jennifer Lawrence, ce que t'es en train de me raconter », on sait qu'en fait, tout a été écrit et qu'ils l'ont préparé à l'avance. Donc là, on sait que c'est pas anodin non plus qu'ils aient choisi de révéler cette anecdote. Donc, moi, j'ai envie de croire, comme Mulder, à une théorie du complot. Si t'as envie d'y croire, crois-y, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il fallait qu'il y ait une grosse révélation dans cet épisode. Ça a vraiment fait marcher le moulin à articles après, quoi. C'est vrai, mais il y avait déjà la révélation que Marcel était chiant. Oui, je pense pas qu'il y aurait eu énormément d'articles là-dessus, Anaïs, sauf dans ton journal à toi. Mais le truc, c'est que du coup, je pense que tout le monde s'est toujours demandé ça. Ils étaient très proches et comme a dit James Corden, ils étaient 3 filles, 3 garçons, hétéros. Donc tu te dis, c'est forcément passé un truc à un moment ou un autre. Donc c'était une question naturelle. Et je pense qu'au moment où ils ont produit l'épisode, ils se sont dit, bon, on va aborder ça. Est-ce qu'on est à l'aise avec le fait de raconter ça? Et du coup, ils ont décidé de le raconter. Le moment de gêne des autres acteurs, pour moi, il est joué, c'est sûr. Oui, non, mais je suis d'accord. Hein. T'as l'air vraiment déterminée à casser mes rêves, quoi. Mais non, désolée. Non, mais après, moi, ce que j'ai trouvé génial avec cette révélation, c'est que du coup, ça rajoute toute une couche supplémentaire à toutes les scènes qu'on voit juste après. Et là, pour le coup, c'est très bien produit et c'est très bien monté parce qu'on nous montre la scène du premier baiser entre Ross et Rachel, dont eux-mêmes parlent en disant c'est la première fois qu'on s'embrassait et on se disait qu'on aurait préféré s'embrasser nous deux comme un couple, quoi. Et donc là, l'alchimie qui, pour moi, est présente dans beaucoup de scènes de baisers qu'ils partagent, quoi, et notamment la scène après la vidéo du bal de promo, etc., revêt une toute autre signification maintenant qu'on sait ça, quoi. Et on comprend qu'il y avait une alchimie qui était aussi présente dans la vraie vie. Et pour moi, ça, c'est très malin d'avoir révélé ça parce que ça rajoute une couche d'interprétation supplémentaire à Friends qui n'a pas énormément de couches d'interprétation de base. C'est vrai que c'est pas la série la plus à niveau, quoi. Ouais, Comment ça c'est pas Twin Peaks, quoi. Non, c'est pas Twin Peaks. Wink, wink. Ce que tu dis, c'est marrant parce qu'il y a eu plusieurs médias américains qui ont dit leur alchimie était réelle et c'est pour ça, machin et tout. Et il y avait plein de gens sur Twitter qui disaient, je trouvais qu'ils avaient aucune alchimie et je suis un peu d'accord. En fait, j'ai toujours dit, moi, j'ai jamais cru trop en leur couple dans la série. Et c'est vrai que quand je l'ai vu avec toi et que toi, t'as noté l'alchimie de leur baiser, quand j'ai revu leur baiser, c'est vrai qu'il y a une espèce de, il y a une petite passion dans le baiser, mais en dehors, je trouve qu'ils avaient vraiment pas trop d'alchimie. Moi, je trouve qu'en fait, ça dépend. Non, mais moi, je trouve que ça dépend vachement des scènes. Et du coup, là, je vais revoir toute la série pour comparer. Il y a 3 semaines, elle préférait se faire épiler le cif tous les jours de sa vie plutôt que revoir la série. Il a suffi d'un épisode réunion où on lui dit que David Schwimmer et Jennifer Aniston étaient amoureux. Non, mais par exemple, je repense à moi, un de mes moments préférés, qui est un moment très fugace. C'est quand l'épisode où ils sont à la plage. Et en fait, ils sont sur un canapé tous les deux et ils sont en train de se chafouiner. Et j'avais adoré ce moment. Et là, on voit que dans la vraie vie, ils ont eu un moment comme ça où dans les coulisses, ils étaient en train de se chafouiner sur un canapé. Et du coup, ça, c'est le genre de truc où je pense que si on est un peu obsessionnel, on peut replonger dans la série pour la milliardième fois et essayer de trouver tous les moments où il y a eu un regard caché ou un truc comme ça. Enfin, bon, on vous a pas dit, mais c'est ça la saison 2 de Amis en fait. C'est clair, ce serait trop bien. Non. Non, ce serait horrible.
On va passer au guest star. J'avais oublié de le mettre dans le conducteur et Anaïs avait l'air pas du tout contente parce qu'elle m'a mis Tom Selleck. Donc tu voulais parler de Tom Selleck. Bah juste comment tu peux l'oublier quoi. Oui, j'étais très contente. Après on savait qu'il allait venir parce qu'il était dans le trailer, mais j'étais très contente de le voir. Et le truc qui m'a le plus fait rire, c'est qu'en fait on entend d'abord des extraits des personnages et là on entend un extrait de sa voix. Ils sont censés deviner qui est en train de parler et il dit maintenant que j'ai arrêté l'ophtalmologie. Et là t'as Jennifer Aniston qui est en train de se gratter la tête et qui se dit mais qui ça peut bien être cette voix. Et j'étais là mais t'es complètement conne ou quoi, c'est pas possible. Mais je te dis, ils se souviennent de rien de cette série. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Après bon, j'ai trouvé que tous les trucs de faire venir des guest stars, honnêtement, on s'en foutait un peu, mais j'étais contente de voir Tom Selleck. Non, mais ce qui était plaisant, c'était de voir des guest stars de la série, en fait. Oui. Bon, Reese Witherspoon, c'était assez plaisant, mais vu que c'était une intervention un peu façon docu, c'était pas hyper intéressant parce qu'il y avait pas de retrouvailles avec les acteurs. Mais quand ils ont... Moi, j'ai bien aimé pour le coup. Parce que je trouvais qu'il y avait un ajout sur les coulisses où pour le coup, elle parle de la scène où elle arrive et où elle était hyper contente. Voilà, parce qu'elle a entendu la réplique culte de Joey. Donc moi, ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Au moins, ça a apporté quelque chose par rapport à la série, contrairement à Jon Snow, qui nous dit haha, pivote et je suis une Monica parce que j'aime bien faire le ménage. Quoi. Enfin, ouais, voilà. Les plus plaisants, du coup, c'était vraiment Tom Selleck. C'est vrai, comment ai-je pu l'oublier? C'était Janice, qui, quand elle revient, bon, c'est vrai que c'était hyper sympa comme moment aussi. Et pareil, tu savais pour son rire? Ça, je savais pas. En fait, elle explique que quand elle a commencé à tourner avec Matthew Perry, il la faisait énormément rire et elle avait peur de perdre sa concentration tellement il était drôle. Et donc, elle s'est dit, il faut que je trouve un moyen parce que je vais pas finir la scène sans pouvoir rigoler, en fait. Et donc, ça lui est venu sur le coup, ce fameux rire. Matthew Perry is so funny. And the minute I set eyes on him and he opened his mouth, I thought, oh God, I'm going to lose it. I'm going to crack up. This character needs a laugh because I'm not going to be able to get through a single scene with this guy. And I just looked at him and I went, and that was it. Mes préférés, c'était vraiment le moment où les parents de Monica et Ross, Elliot Gould et Christina Pickles sont apparus. Enfin, ils sont pas apparus, mais ils étaient dans le public. Ils étaient trop choupis, quoi. Enfin, ils étaient vraiment trop mignons. C'est un papy et une mamie maintenant, et ils sont vraiment trop choupis. Je les adorais déjà dans la série, et là, vraiment, ça m'a fait tellement plaisir de les voir. Ouais, grave. C'est marrant, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient pas tant vieilli que ça. Enfin, ils ont les cheveux blancs, mais sinon, c'est les mêmes, quoi. Et puis, ils ont une voix très reconnaissable aussi, donc... Et moi, j'ai beaucoup aimé Mindy Kaling aussi. Bon, déjà, parce que c'est la reine de l'univers. C'est ma personne préférée. Et parce que pareil, je trouve qu'elle apportait quelque chose, contrairement aux autres qui disaient juste tel est mon personnage préféré, parce que elle, c'est quand même une experte de la comédie, elle est fan de comédie, et du coup, elle livre une petite analyse, bon, ça dure 5 secondes, mais où elle dit un des grands atouts de Friends, c'est qu'ils adoraient la farce, en fait, la tradition de la farce, et que du coup, ce qui fonctionnait bien, c'était la comédie physique, les malentendus, les trucs comme ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien parce que ça apportait une micro-analyse par rapport aux autres, quoi. Et dans le pan documentaire, justement, de l'épisode, on voit aussi beaucoup les créateurs, Kevin Bright, Martha Kaufman et David Crane. Martha Kaufman, je l'adore. J'ai trop envie qu'elle me tire les cartes sur son patio en Californie. Elle a l'air complètement coucou. C'est elle qui a fait aussi Grace and Frankie. Et en fait, tu le sens vraiment. Elle a vraiment le truc un petit peu c'est un peu le personnage hippie. de Lily Tomlin. Ouais, quoi. voilà, un peu hippie californien. Ouais. Je me suis dit, elle a l'air trop cool, quoi. Ouais, non, elle a l'air hyper cool. On a oublié de parler de Lady Gaga quand même, qui chante Tu pues le chat avec Phoebe. Et bon, quand elle poussait sa voix, j'étais ok, calme-toi. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. J'ai bien aimé et surtout, c'était une des fois où j'ai pleuré, c'est à la fin quand elle lui dit merci d'avoir été le personnage différent. Moi aussi j'ai pleuré. Ouais, franchement, et Phoebe qui lui dit c'est toi qui as repris le flambeau aujourd'hui. Enfin ça pour le coup c'est malin, c'est-à-dire qu'au début tu te dis Lady Gaga, what the fuck, pourquoi elle est là? Et ils ont quand même trouvé un moyen de le raccorder en fait à la série, quoi. Sur l'aspect un peu plus industrie, moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est vraiment juste le phénomène autour de cet épisode. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que ça soit diffusé, on ne parlait que de ça. Et le jour de la sortie, moi, je m'étais dit, bon, je sais pas si je vais avoir le temps de le regarder le jour où ça sort. Et en fait, j'ai pas eu le choix parce que, enfin, juste, je me faisais spoiler de tous les côtés, même en essayant de cacher certains mots et tout. Tout le monde ne parlait que de ça. Ça m'a vraiment rappelé l'époque de la dernière saison de Game of Thrones, quoi. Et donc, je me suis dit, enfin, ça m'a paru totalement fou de mon regard de novice, quoi. Et je me suis demandé pourquoi c'est si populaire. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres séries qui auraient pu créer un tel phénomène avec un épisode réunion et du coup, c'est juste parce que voilà, c'est un épisode réunion et c'est bien? Ou est-ce que c'est vraiment Friends? Et si c'est vraiment Friends, enfin, apparemment, il y a eu une augmentation de 600% du nombre de gens qui ont rajouté Friends à leur liste de lecture sur HBO Max après ce truc, quoi. Donc vraiment, on sent l'impact et c'est ce que HBO Max voulait faire. C'était ramener plus de gens sur la plateforme et faire découvrir Friends à des nouvelles personnes. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de nouveaux fans de Friends grâce à ce truc. Et d'amis. Et du coup, je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Friends est si populaire, en fait?
Bon, déjà, pour répondre à ta première question, je pense pas qu'une autre série aurait pu avoir le même phénomène. Parce que je pense pas que, par exemple, quand je pense à l'autre énorme série des années 90, c'est Seinfeld, aux États-Unis en tout cas, dans le côté sitcom, et elle a vraiment pas eu le rayonnement international qu'a eu Friends. Je pense que c'était juste un espèce de machine énorme qui a juste conquis la planète entière. Pour moi, au niveau du niveau de phénomène, je le compare à Harry Potter. C'était une référence commune avec des amis de pays à l'autre bout du monde, où d'un coup, tu as les mêmes codes, tu as les mêmes blagues, tu as les mêmes personnages avec lesquels tu t'identifies. Et Friends a vraiment représenté ça pour toute une génération de gens, et en plus une génération qui allait quand même de gens qui avaient genre 7-8 ans quand ils le regardaient, à des gens qui avaient la trentaine, parce qu'ils avaient le même âge et qui comprenaient certaines blagues que les petits ne comprenaient pas. Et en même temps, il y a plein de gens qui l'ont revu depuis grâce aux plateformes de streaming et tout ça, et même au début, à un moment, James Corden leur dit, il y avait 25 millions de personnes qui regardaient chaque épisode pendant 6 saisons, ça a été la série la plus regardée aux États-Unis, la comédie la plus regardée aux États-Unis, et ensuite, je crois que ça a été streamé 100 000 milliards de fois sur toutes les plateformes, quoi. Et quand tu penses à ces chiffres, c'est incroyable. Je pense pas qu'il y ait une autre série qui aurait pu avoir cet impact-là. Pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'elle a touché toute une génération. Je pense que c'est l'effet nostalgique, parce que ça nous rappelle vraiment une époque un peu bénie où il n'y avait pas les soucis qu'il y a aujourd'hui et tout ça. T'avais déjà parlé du fait que tu revoyais les épisodes en rediff, en fait, et que du coup, t'as vu les épisodes 45 fois, enfin, déjà à l'enfance, et que donc ça, je pense qu'il y a une espèce de brainwashing, en fait, qu'il n'y a pas avec d'autres séries, où on a vraiment vu et revu, enfin, pas moi, mais la plupart des gens, les épisodes, en fait, un peu ad nauseam à la télé, quoi, et que du coup, ça crée une espèce de culture hyper forte, parce que les gens regardaient ça en boucle, quoi. Non, mais c'est parce qu'il n'y avait pas autant de choix qu'à l'heure actuelle, niveau série aussi. Et il faut pas négliger aussi le côté star, en fait, des acteurs. Ils n'ont pas tous atteint un statut... Enfin, ils étaient des énormes stars pendant la série. Après, ils sont pas tombés dans l'oubli du tout, hein. Mais ils ont eu des carrières plus ou moins réussies, quoi. Mais Jennifer Aniston, très clairement, à elle seule, en fait, tu la mets dans n'importe quelle vidéo ou des choses comme ça. Enfin, quand elle a lancé son compte Instagram, elle a eu le plus grand nombre d'abonnés en 24 heures, quoi, de l'histoire d'Instagram. Elle a une puissance au niveau de son stardom, comme on dit aux États-Unis, qui est incroyable, parce qu'il y a eu sa relation avec Brad Pitt, parce qu'il y a eu le divorce avec Brad Pitt, parce qu'il y a eu toutes ces relations après, et parce qu'elle a été complètement le point central de toutes les théories, de tous les ragots et tout ça. Et je pense que elle et tous les autres, en fait, ça attire aussi, quoi. C'est qu'il y a eu toute une culture de la célébrité autour d'eux pendant toute la série et après, qui fait que tout le monde a envie de les entendre parler, de les voir se retrouver. Il y a aussi une fascination sur le fait qu'ils étaient tous les 6, qu'on sait qu'ils s'entendaient bien, on sait que les filles sont restées en contact et tout ça, et sont toujours amies, et on a envie de les voir se retrouver, en fait. Et on a envie de croire que leur amitié à l'écran, auquel on a tellement cru et qui est tellement réconfortante, existait aussi en vrai, et on a envie d'être témoin de ça. Je suis complètement d'accord. Moi, je me suis dit que c'était aussi parce qu'il y avait ce côté figé dans le temps où, en fait, il y en a aucun, au final, dont la carrière après a dépassé Friends. C'est-à-dire que même Jennifer Aniston, enfin, ils resteront pour toujours associés à cette série-là. Je me suis dit aussi que c'était sans doute parce qu'il y avait une fin consensuelle, alors qu'il y a plein de séries, tu vois, qui finissent vraiment en autre boudin, quoi. Et genre Game of Thrones, s'ils font une réunion dans 20 ans, je sais pas si les gens vont regarder. Exactement. Ça ternit totalement l'héritage de la série, alors que Friends, c'est bien terminé pour la plupart des gens, et que du coup, enfin, il n'y a pas de débat sur le fait que ça aurait dû être différent, ou qu'il y a eu un raté, en fait. Enfin, tu le disais au début, pour toi, c'est quelque chose d'assez parfait. Il n'y a rien à redire, quoi. Et donc ça, je pense que ça joue beaucoup sur le fait qu'il y a cette espèce de souvenir préservé, tu vois, de perfection pour les fans. La série en elle-même était consensuelle aussi, c'est-à-dire que c'était une série grand public. Par exemple, Sex and the City, qui était quand même un énorme phénomène à la même période, il va y avoir une réunion, et je pense que ça va être un énorme phénomène aussi, mais pas au même niveau, parce que c'était pas regardé par toute la famille et par des enfants ou des choses comme ça, quoi. Friends a été totalement préservé dans une espèce de petite bulle magique, quoi, où ils sont encore amis. Et il y a un autre truc, je crois que c'est David Crane qui dit ça dans le documentaire, où j'ai trouvé ça très intéressant, où il dit, en fait, ils étaient tous exactement au même niveau. Et c'est vrai que la grande majorité des séries, t'as un lead ou un ou deux leads, quoi, et des personnages secondaires qui gravitent autour. Et là, c'est vrai que c'est très rare d'avoir une série où, bon, on sait que les intrigues amoureuses, par exemple, étaient un peu plus importantes que celles de Joey ou de Phoebe. Mais en vrai, c'est 6 personnages principaux. Et ça, je pense que ça rajoute une énorme force aussi à la série, et ça la rend vraiment unique, parce que ça donne beaucoup plus d'occasions de s'identifier. Parce qu'en vrai, Sex and the City, il y en a 4, mais c'est Carrie Bradshaw, l'héroïne, quoi. Tout le monde le sait. Et Friends, il n'y a pas vraiment ça, quoi. Pour toi, c'était quoi le meilleur moment de cet épisode réunion ? Alors, le meilleur moment, c'est le moment où Courtney Cox est en train de pleurer et où Matt LeBlanc lui essuie ses larmes avec un mouchoir. J'ai trouvé ça tellement mignon et tellement pur. Genre, il lui essuie ses larmes à sa place, quoi. C'est trop beau. C'est beau. C'est quoi, toi, ton moment préféré ? Moi, c'est beaucoup moins spécifique, en fait. C'est juste quand ils se retrouvent tous au tout début sur le plateau. Donc, ouais. Mais c'est bien aussi. Merci.
Et ton meilleur ami, ton MVP de cet épisode? David Schwimmer, Call Me. Ah bon? Je sais pas, c'est qui toi? T'as un problème. Moi, c'est Lisa Kudrow, mais vraiment, Ouais. je la trouve géniale, quoi. Non, en Hyper vrai, tous, attachante. mais David Schwimmer, enfin là, vraiment, ça a réactivé un truc chez moi, quoi, où je crois que... Mais déjà, ça avait pas été complètement désactivé, mais là... Ouais, mais un peu, tu vois, parce que vers la fin, j'étais quand même hyper Team Joey et tout, et Matt Leblanc à donf, quoi, et là, waouh, quoi. Et puis, ils ont montré une photo de lui avec de la barbe aussi, quand il était sur les planches à Chicago. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. D'ailleurs, quand ils ont parlé du crush de Jennifer Aniston et David Schwimmer, je disais, je ne comprends pas. Bah voilà, tu vois, j'ai les mêmes goûts que Jennifer Aniston. Ouais, pardon. Ton gros loser, c'est qui? Alors, j'ai pas de personne gros loser, parce que je trouverais ça un peu méchant. C'est clair. Mais c'est le moment avec Gunther sur Zoom, qui était Ah oui, c'était hyper gênant. Ça dure genre 1 seconde et demie. Il dit, c'était les plus belles années de ma vie, et après, ça coupe, quoi. Et t'es là, putain, mais pauvre Gunther, quoi. Genre, c'est un peu hardcore. Bon, est-ce que tu dirais que ça vaut le coup de payer un abonnement Salto? Bah, je dirais que le premier mois est gratuit. Donc, Voilà, j'allais dire pareil. Mettez-vous une alerte sur le calendrier pour être sûr que dans 3 semaines, vous résiliez. Voilà, faites le test. Après, peut-être que vous trouverez... Il y a Small Axe dessus, c'est très bien aussi. Donc, je sais pas, faites le test avec Salto. Mais en tout cas, moi, j'étais contente de ces 1h39 passées à regarder ça. Magnifique. Bon, à l'occasion de cet épisode spécial Réunion, on a pu parler à Mark Lesser, qui était la voix de Joey dans les 8 premières saisons, donc la vraie voix de Joey, pour qu'il nous raconte un peu son expérience de Friends et ce que ça fait de revoir la série revenir sur le devant de la scène des années plus tard. Donc moi je suis Mark Lesser, je suis comédien et chanteur, et j'ai doublé donc le rôle de Joey sur les 8 premières saisons. Comment vous avez été casté pour le rôle de Joey? Ça faisait déjà un bout de temps que je faisais du doublage. La société qui s'occupait donc de ce doublage, j'avais déjà travaillé pour eux, ils me connaissaient bien. Et en fait, je crois qu'ils m'ont pris. J'ai vraiment pas souvenir d'avoir passé un casting. Ce qu'on a dû faire, en fait, c'est ils ont formé l'équipe et on a dû enregistrer un premier épisode pour voir si ça fonctionnait, en fait. À l'époque, vous vous attendiez à un tel succès pour la série? Non, mais nous, à l'époque, on n'a pas capté qu'il y avait du succès. Parce qu'en plus, les 3 premières saisons, on les a doublées pour Canal Jimmy, qui voulait surtout les diffuser en VO, mais qui avait l'obligation de faire une VF. Et donc, c'était en multilangue. C'était sur Canal 4 à l'époque, je crois. Et le succès en France a explosé réellement quand France 2 a racheté la série, enfin, l'a diffusée en français. Et on avait très peu de contact avec les spectateurs. Nous, on est dans nos studios, on est un peu enfermés dans le noir, on voit pas grand monde. Donc, c'est très compliqué c'était compliqué à l'époque de se rendre compte de succès. C'est venu petit à petit. Et je me demandais comment se déroulaient les enregistrements du doublage à l'époque? Eh ben, à l'époque, on était tous les 6 quasiment tout le temps ensemble devant le micro. On faisait donc 2 épisodes par jour. Ce qui veut dire que nous, une saison de 24 épisodes, on l'a doublé en 12 jours, en fait, étalé sur l'année, quoi. C'est vrai que on se connaissait tous bien, il y avait une belle entente entre nous, donc il y avait un peu d'improvisation, on se sentait comme une troupe, en fait, comme on venait tous plus ou moins du spectacle vivant, du théâtre. On retrouvait un peu ce sentiment de jouer, quoi. Parce que c'est de la comédie, c'est très particulier, il faut du rythme, il faut garder cette énergie, les gags s'enchaînent, voilà. Donc on essayait de recréer à notre niveau en studio un peu cette comment on peut dire, émulsion qu'il peut y avoir entre les gens, quoi, quand on est sur scène. La voix de Joey a changé à la fin de la saison 8. Vous avez été remplacé suite à, je crois, des négociations salariales. C'est ça qui... Oui, il y avait à la fois les conditions de travail, et puis nous, on leur a dit... Parce qu'en fait, la 9e saison a été, sur le coup, annoncée comme étant la dernière. Et on leur a dit, voilà, on a beaucoup bataillé pour cette série, parce que, mine de rien, fallait la défendre, quoi. Et puis, c'est vrai que là, ça avait explosé le succès de la série. Les gens, nous engageaient plus sur des nouveaux personnages, des nouveaux rôles, ou bien on a même été remplacés sur des acteurs qu'on doublait à l'époque, parce que nos voix devenaient un petit peu trop connues. Et notamment, moi, j'ai rarement réenregistré avec Emmanuel Curtil, qui fait Chandler, alors qu'on avait fait beaucoup de films ensemble avant, parce que tout d'un coup, ça faisait penser à Joey Chandler, quoi, dès qu'on nous mettait ensemble, évidemment. Ça se défend, artistiquement parlant, ça se défend de plus vouloir nous mettre ensemble, ou de moins nous utiliser, parce que nos voix sont marquées. Ok. Le problème, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, Friends ne donnait que 12 jours de travail dans l'année, et si ça t'empêche de travailler, c'est pas évident. Donc, on leur avait demandé... on avait essayé de renégocier nos salaires et puis ça n'a pas fonctionné, donc on est 3 à être partis de la série. On a regretté pour les gens qui nous aimaient bien, qui aimaient bien la VF, pour les spectateurs, mais bon... Est-ce que vous regardez Friends, vous? Est-ce que vous êtes fan de la série?
Non, je suis fan de la série, j'aime beaucoup, je me suis attaché à la série, je me suis attaché au personnage, mais je regarde pas particulièrement maintenant, je ne regarde plus. Et en plus, vous savez, c'est vrai qu'on nous demande souvent la question pour les séries ou les films auxquels on a participé, mais nous, on voit le truc tellement de façon chirurgicale, en fait, scène après scène, séquence après séquence, phrase après phrase parfois, que on est dans de la microchirurgie, donc on l'a vu découpé en tranches, donc moi en tout cas je peux pas avoir ce côté fan des séries que j'ai doublé, mais j'apprécie, et puis si en zappant je tombe sur un épisode, j'ai tendance à regarder quand même, ne serait-ce que pour être très critique par rapport à ce qu'on a fait. Voilà, cette fois-ci, ça devrait vraiment être le dernier épisode d'Amis consacré à Friends, sauf s'ils refont une réunion dans 10 ans. C'est clair. Merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs. Merci Marie. On vous retrouve très vite pour notre hors-série Twilight et pour plein d'autres aventures. Il y a eu un indice dans cet épisode quand même. On a très très hâte d'explorer d'autres œuvres de pop culture avec vous. En attendant, vous pouvez nous écouter sur notre autre podcast PIC TV qui est dédié aux séries télé en général. Et vous pouvez toujours aussi nous laisser des commentaires, des étoiles, même s'il n'y a plus d'épisodes. Laissez des commentaires, on check tous les jours. C'est clair. Pour voir s'il y en a des nouveaux. Et pour nous dire à quel point vous nous aimez. Voilà, à bientôt. Amis est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. C'est la tradition d'Amis, Anaïs. Cette fois pour vraiment la dernière fois. La dernière fois, j'en avais fait des caisses en plus. Là, clair. c'est vraiment la dernière fois. Et est-ce que tu as des notes sur cet épisode ? Ouais. Alors déjà, au tout début, j'ai écrit « Ils ont été ensemble, assises dans la même pièce qu'une fois depuis la fin de la série. » Du coup, j'étais là, ils sont pas si amis que ça, alors ? Bah non. On nous a un peu menti, quoi. Moment ragot, mais quand Jennifer Aniston s'était mariée, les garçons n'avaient pas été invités. Alors que quand elle s'était mariée avec Justin Theroux... Donc, les filles avaient été invitées, même je crois que Courtney Cox était une de ces demoiselles d'honneur, mais les garçons n'avaient pas été invités. Matt LeBlanc, dans une interview, on lui avait demandé pourquoi, et il avait dit, je sais pas, j'ai pas été invité. Je suis sûre que c'était à cause du crush avec David Schwimmer, où elle s'est dit, ça va nous mettre en danger. Ouais, c'est trop fort. Je me suis dit aussi que Justin Theroux a un peu le même style que David Schwimmer. Donc, ce serait pas totalement absurde. Quand même beaucoup plus sexy. Hein. Oui, écoute. C'est fou, l'acteur qui joue le faux Joey dans la série, Carl, avait été en lice pour jouer Joey. Trop drôle. J'ai pleuré, David Schwimmer est hilarant. Of course, celui qui regarde Friends tout le temps, c'est Matt LeBlanc. Oui, c'est vrai. Les autres, ils disent non, j'ai pas revu depuis 15 ans. Et lui, là, mais moi, je regarde tout le temps Friends à la télé, quoi. Il est génial. Un truc que j'ai adoré, parce que j'ai découvert un peu les bloopers, les bêtisiers sur le coup, c'est le fait qu'à chaque fois, ils se moquent de la prise ratée de la personne d'avant. Ouais. Genre, quand il y a quelqu'un qui se trompe de prénom, dans la prise d'après, ils foirent la prise exprès pour eux aussi se tromper de prénom. Alors, en fait, leur complicité m'a vraiment fait beaucoup rire et j'ai adoré ça, quoi. Enfin, c'était un de mes moments préférés du docu. Ah oui, ce qui m'a fait pleurer, c'est aussi Jennifer Aniston qui pleure après leur baiser I Got Off the Plane. Ah oui. Ou ça, c'est parce que c'est un peu inattendu, quoi, mais tu sens qu'elle était très émotive à ce moment-là, et là, j'étais déjà dans ma théorie du complot, donc j'étais waouh, c'est génial. Il faut que Jennifer Aniston arrête avec les lunettes de tueur en série des années 70. Les aviateurs, là, transparentes, c'est horrible. Et est-ce qu'on peut parler de la série de Matthew Perry sur des bagagistes du futur? Meilleur truc. Ça non plus, je savais pas, tu vois. C'est un peu comme Ichiban, Elastic Ramen. C'est ça, c'était vraiment hilarant, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Anaïs. Merci Marie.